Cet après-midi, je vous raconte celle qui a trouvé sa place à la Maison-Blanche et surtout en dehors, ou la véritable histoire d'Eleanor Roosevelt, la parfaite First Lady des États-Unis. Comment a-t-elle révolutionné la fonction de première dame aux États-Unis ? Pourquoi reste-t-elle aujourd'hui encore une référence outre-Atlantique ? Quelle a été son influence aux côtés du président Franklin Roosevelt ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 17 mars 1905 à New York, c'est la Saint-Patrick et Manhattan est en fête. La forte communauté irlandaise qui peuple le quartier est bien décidée à honorer l'événement. Les rues sont pavoisées de vert et blanc, les chants résonnent. Difficile d'échapper à la joie et à l'exubérance dans les rues qui se remplissent aussi vite que les pintes de bière se vident dans les pubs. Un peu plus loin, quelques rues pourtant restent à l'abri de ces éclats. Le quartier de l'Upper East Side sur la 76e rue est calme, comme s'il avait été oublié de la fête. Bouclé par la police quelques heures plus tôt, il abrite une autre célébration qui laisse certes moins place à l'exubérance, mais réunit une assemblée des plus remarquables. Car ce sont deux grandes familles, ou plutôt deux branches d'une grande famille qu'on s'apprête à unir en la personne d'Eleanor Roosevelt et de son cousin éloigné, Franklin Delano Roosevelt. Pour la première fois, le mariage réunit les deux clans Roosevelt. Deux clans qui ont reçu en héritage une passion pour la politique. Deux branches qu'en apparence tout rapproche, mais que les opinions politiques distinguent. Franklin reste démocrate par conviction, tandis qu'Eleanor compte parmi ses parents des inconditionnels du Parti républicain. Et, en ce jour de noces, aucun des convives ne serait prêt à l'oublier, car une éminente personnalité marque ce jour de sa présence. En effet, l'invité qui se fait attendre cet après-midi-là n'est autre que le président des États-Unis, Theodore Roosevelt, l'oncle de la mariée. C'est d'ailleurs à son bras, alors que son père est décédé, qu'elle rejoindra l'autel. Et le président républicain s'en fait une joie, lui qui a toujours veillé de près, parfois de loin aussi, sur sa petite nièce comme un dernier lien avec Elliot, son frère cadet disparu. S'il ne partage pas ses convictions, Franklin ne reste pas moins admiratif de cet homme charismatique et imposant, parvenu à se hisser au sommet de l'État. Au sommet... Et Van Gogh, c'est pas une famille d'artistes. 15h, 16h sur Europe 1, L'hyperphosphorescence, c'est de la physique. Historiquement vôtre. The successor to the kings and queens of history. Vous êtes des hommes d'action, je vous ai compris. Vous êtes le chef à jamais glorieux des armées de la liberté. Stéphane Bern. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque jour à 15h et pendant une heure, je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars. Des personnages mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée et même des événements marquants que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, je vous raconte celle qui a trouvé sa place à la Maison-Blanche et surtout en dehors, ou la véritable histoire d'Eleanor Roosevelt, la parfaite First Lady des États-Unis. Comment a-t-elle révolutionné la fonction de première dame aux États-Unis ? Pourquoi reste-t-elle aujourd'hui encore une référence outre-Atlantique ? Quelle a été son influence aux côtés du président Franklin Roosevelt ? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, j'ai le plaisir d'accueillir un historien qui raconte Eleanor Roosevelt dans son dernier livre. Bonjour Georges Ayache. Bonjour. Georges Ayache, vous avez publié en effet chez Perrin Les Roosevelt, une dynastie américaine, une biographie dans laquelle on croise immanquablement Eleanor Roosevelt. En quoi cette grande figure féminine de la dynastie, dont deux présidents américains sont issus, se démarque de tous les autres Roosevelt pour vous ? Eh bien, parce que c'est la plus politique par rapport aux femmes de son époque et de sa famille, et puis parce qu'elle est venue de très loin. Rien ne l'a prédisposée à occuper le rôle qu'elle va occuper à la Maison-Blanche. C'est un personnage exceptionnel, selon vous ? Ah oui, certainement. Oui. Certainement. Au départ, encore une fois, c'était une personne falote, que rien ne prédisposait à passer la rampe, comme on dit. Mais les circonstances ont fait qu'elle a joué un rôle majeur et que, comme vous le disiez si bien à l'instant, les Américains s'en souviennent encore. Eh bien, on va continuer à parler ensemble, Georges Ayache, juste après mon récit. Europe 15h, 16h, historiquement vôtre. 1, le récit, Stéphane Bern.
Nous sommes le 17 mars 1905 à New York. C'est la Saint-Patrick et Manhattan est en fête. La forte communauté irlandaise qui peuple le quartier est bien décidée à honorer l'événement. Les rues sont pavoisées de vert et blanc, les chants résonnent. Difficile d'échapper à la joie et à l'exubérance dans les rues qui se remplissent aussi vite que les pintes de bière se vident dans les pubs. Un peu plus loin, quelques rues pourtant restent à l'abri de ces éclats. Le quartier de l'Upper East Side sur la 76e rue est calme, comme s'il avait été oublié de la fête. Bouclé par la police quelques heures plus tôt, il abrite une autre célébration qui laisse certes moins place à l'exubérance, mais réunit une assemblée des plus remarquables. Car ce sont deux grandes familles, ou plutôt deux branches d'une grande famille qu'on s'apprête à unir en la personne d'Eleanor Roosevelt et de son cousin éloigné, Franklin Delano Roosevelt. Pour la première fois, le mariage réunit les deux clans Roosevelt. Deux clans qui ont reçu en héritage une passion pour la politique. Deux branches qu'en apparence tout rapproche, mais que les opinions politiques distinguent. Franklin reste démocrate par conviction, tandis qu'Eleanor compte parmi ses parents des inconditionnels du Parti républicain. Et, en ce jour de noces, aucun des convives ne serait prêt à l'oublier, car une éminente personnalité marque ce jour de sa présence. En effet, l'invité qui se fait attendre cet après-midi-là n'est autre que le président des États-Unis, Theodore Roosevelt, l'oncle de la mariée. C'est d'ailleurs à son bras, alors que son père est décédé, qu'elle rejoindra l'autel. Et le président républicain s'en fait une joie, lui qui a toujours veillé de près, parfois de loin aussi, sur sa petite nièce comme un dernier lien avec Elliot, son frère cadet disparu. S'il ne partage pas ses convictions, Franklin ne reste pas moins admiratif de cet homme charismatique et imposant, parvenu à se hisser au sommet de l'État. Au sommet, Eleanor l'est aussi, au sommet de la joie, en ce jour si particulier. Elle qui n'aurait jamais cru que cet élégant cousin dont elle est apparentée au 5e degré se soit intéressé à elle au point de la demander en mariage. Elle, la petite fille timide et renfermée, abandonnée par le sort, qui est sur le point de devenir l'épouse de ce juriste prometteur. Elle qui tombait sous le charme de ce visage aux traits impeccables et au port princier. Prince, il ne l'est pas, mais un autre destin l'attend, et celui de sa dame va grandement changer aussi. Il faut reconnaître que l'arrivée de Franklin est un rayon de soleil dans la vie d'Eleanor, assombrie jusque-là par de lourdes épreuves. Tout jeune déjà, l'année de ses 8 ans, elle assiste au décès de sa mère, une mère qui n'a jamais vraiment pris soin d'elle, trop occupée par ses mondanités. Pas plus que son père Elliot, le frère de Théodore, qu'elle chérit pourtant, mais qu'elle voit sombrer dans l'alcool et la drogue et finalement mourir à son tour, victime de sa folie. Orpheline, Eleanor, et comme son petit frère, est élevée par sa grand-mère maternelle dans sa demeure glaciale de Manhattan. À 10 ans, au lieu de jouer aux poupées, la petite Roosevelt connaît une enfance austère. Le bonheur, la jeune Eleanor va le trouver à 15 ans, au-delà de l'Atlantique, dans un riche pensionnat anglais. À Allenswood Academy, près de Wimbledon, c'est là-bas qu'elle passe 3 ans. Là-bas qu'elle se sent enfin appréciée et estimée, notamment par la directrice, Marie Souvestre, qui la prend en affection. Eleanor voit en elle la mère qu'elle n'a jamais eue. C'est dans les larmes qu'elle la quitte en 1902, l'année de ses 17 ans, lorsqu'elle rentre en Amérique, rappelée par sa grand-mère pour faire son entrée dans le grand monde. C'est un retour aux sources pour Eleanor, mais aussi aux angoisses de son enfance. Tout aussi maladroite que peu assurée, elle est mal à l'aise dans les magnifiques réceptions où la convie bon gré mal gré sa grand-mère. C'est pourtant lors de l'une d'entre elles qu'elle rencontre l'homme de sa vie. À 20 ans, Franklin Roosevelt ne remarque d'abord pas cette cousine lointaine. Il faut dire qu'elle est tellement discrète qu'on passe à côté sans la voir. D'ailleurs, ce soir-là, il est bien trop occupé à s'amuser avec une autre de ses cousines, la pétillante Alice Roosevelt, qui est aussi la fille du président fraîchement élu à la tête des États-Unis, Theodore Roosevelt. Cela fait déjà un moment qu'il valse sous les yeux d'Eleanor, qui est restée seule une fois de plus au bord de la piste. Mais Alice a du cœur et elle propose à Franklin d'inviter sa cousine à la prochaine valse. Le danseur s'exécute volontiers et découvre derrière ce visage renfrogné une personnalité discrète mais qui le charme peu à peu. Au fil du temps, il apprend à découvrir Eleanor et apprécie de plus en plus sa douceur et sa bonté. Après tout, sa réserve lui donne une certaine allure. La mère de Franklin, Sarah Roosevelt, elle,
ne l'entend pas de cette oreille. Lorsqu'elle apprend les intentions de son fils avec Éléonore, elle s'y oppose tout net et veut mettre fin à cette romance. Exclusive, elle n'apprécie pas qu'on lui enlève son fils unique et cherche à lui faire oublier son idylle. Mais lui, il tient à son Éléonore, et s'il accepte d'attendre 1 an, il parvient finalement à faire d'elle sa fiancée, et il l'épouse donc quelques mois plus tard, en mars 1905. Les jeunes mariés s'installent alors à New York, dans une maison que leur a offerte Sarah, la maman. Un cadeau de taille pour le jeune couple, mais qui se révèle assez vite un cadeau empoisonné pour Éléonore. Car la jeune mariée découvre en s'installant que sa belle-mère ne s'est pas contentée d'acheter une maison pour eux près de Madison Avenue. Elle s'est aussi réservé le logement mitoyen de leur pour en faire sa demeure. Et la porte qui fait communiquer les 2 habitations lui permet de s'immiscer sans peine dans la vie du couple. Sarah est partout et régente tout. Éléonore s'y résout pourtant et endure cette nouvelle épreuve comme elle l'avait déjà fait depuis son enfance. Elle se plie comme toujours et abdique de la tenue de sa maison à l'éducation des 6 enfants que lui donne Franklin. Mais c'est là la dernière soumission qu'accepte Éléonore, car un drame va bientôt pousser la timide orpheline hors de ses retranchements et l'obliger à reprendre son indépendance. Une indépendance dont elle ne se départira jamais vraiment. En 1913, Franklin Roosevelt est nommé secrétaire adjoint au ministère de la Marine par le président Wilson. Éléonore et ses enfants le suivent et s'installent à Washington, loin de l'encombrante belle-mère. C'est à ce moment-là que, dépassée par les obligations mondaines que lui donne la charge de son mari, Éléonore décide de s'adjoindre les services d'une secrétaire particulière en la présence de Lucy Mercer. Destinée à assister Éléonore pour toutes ses obligations sociales, Lucy devient rapidement une aide précieuse dans toutes les activités familiales, une aide dont la mère de famille mais aussi son mari ne se passent bientôt plus. Car si la secrétaire plaît à Éléonore pour sa disponibilité et son efficacité, Franklin, lui, ne reste pas insensible à son charme. Et 3 ans après son embauche, elle devient sa maîtresse. Leur liaison, d'abord discrète, se poursuit durant 2 ans. Soupçonneuse, Éléonore finit par se séparer de cette encombrante assistante qui a outrepassé son rôle. Mais Lucy est engagée dans la Navy et aussitôt renommée au bureau de Franklin. L'affaire éclate en septembre 1918. Franklin Roosevelt revient alors d'une longue tournée en Europe où les États-Unis ont envoyé leur armée pour soutenir les Alliés dans la Grande Guerre. Accablé de fatigue que creuse une pneumonie, il se repose dans son lit. Mais il est surpris par un éclat de voix de son épouse. En rangeant les affaires de son mari, Éléonore vient de découvrir dans son attaché-case des lettres envoyées par Lucy. Pour Éléonore, un monde s'écroule. Elle avait bien soupçonné cette liaison, mais elle en tient là, devant ses yeux, une preuve tangible, ce qui la met hors d'elle. Elle ne peut l'ignorer désormais. L'homme de sa vie, le père de ses enfants, lui est infidèle. Elle explose. S'il ne rompt pas définitivement avec Lucy, elle demandera le divorce. Éléonore touche là un sujet sensible chez son mari. Comment envisager en effet de faire une carrière politique sans une vie morale exemplaire ? Que diraient ses électeurs s'ils le découvraient infidèle, puis divorcé ? C'est en tout cas la conviction de sa mère Sarah, qui possède encore un ascendant très fort sur son fils et n'envisage pas une seule seconde qu'il puisse abandonner femme et enfant. Elle parle même de le déshériter s'il accepte de divorcer. Elle a finalement raison de Franklin qui accepte de rompre avec la secrétaire. Le couple Roosevelt reprend, mais en apparence seulement, car en réalité, ce drame l'a brisé à tout jamais. Toujours sur ses gardes, Éléonore surveille désormais son mari, lui téléphone à l'improviste et débarque dans son bureau par surprise. Elle, l'épouse réservée et soumise, se fait hardie et affirmée et reste bien décidée à ne plus se laisser faire. Plus qu'une paix, c'est une trêve armée qui s'est instaurée dans le couple. En tout cas, c'est ainsi que leurs enfants, qui en sont les premières victimes, nomment cette vie, qui n'a de conjugale que les apparences. Éléonore Roosevelt trouve pourtant dans cet échec l'élan qui la caractérisera pour le restant de ses jours. Désormais, elle reprend en main son destin. Pour tromper son chagrin, elle se lance dans la vie publique et se met au service des causes sociales. Et pendant que Franklin se jette à corps perdu dans la politique, elle engage la lutte pour défendre les femmes ouvrières. Fracturé, le couple Roosevelt ne sera plus jamais comme avant. Mais il va pourtant résister à un second drame qui va permettre à Éléonore de révéler encore la femme forte qui sommeille en elle.
3 ans plus tard, en effet, au cours de l'été 1921, c'est encore dans son repos que le sort vient trouver Franklin Roosevelt pour asséner un nouveau coup au couple. Après une belle journée de vacances qu'il avait passée en mer avec sa famille, il s'est allongé dans son lit. L'air marin, qui lui a toujours fait le plus grand bien, le laisse ce soir éreinté et enfiévré. Mais qu'importe, pense-t-il alors, une bonne nuit, et plus rien n'y paraîtra. Hélas, le repos n'a pas l'effet escompté, le réveil est plus dur encore que le coucher. Une nouvelle douleur est apparue qui le fait cruellement souffrir, et lorsqu'il tente de se lever, ses jambes se dérobent sous son poids. Il lui faut se rendre à l'évidence, ses membres inférieurs refusent de fonctionner. À Campobello, où s'est réunie toute la famille pour les vacances, c'est le choc. Franklin, Eleanor et leurs enfants restent perplexes devant cette soudaine paralysie. Et les médecins appelés en urgence à son chevet ne comprennent pas davantage et ne parviennent pas à s'entendre pour établir un réel diagnostic. Alors, à défaut de connaître l'origine du mal, tous s'obligent à rester optimistes. Dans quelques heures, quelques jours, tout au plus, le malade devrait retrouver l'usage de ses jambes. Sauf que les heures, puis les jours passent et rien n'y fait. Franklin Roosevelt reste irrémédiablement cloué à son lit. Et il devrait y demeurer longtemps, car le diagnostic final, posé finalement par le chirurgien en chef d'Harvard, n'est guère positif. Eleanor restera longtemps marquée par le regard de détresse, lancé par son mari quand il a appris qu'il était atteint de poliomyélite, la maladie qui hantait alors l'Amérique pour avoir entraîné la mort de milliers de jeunes. À 39 ans, Franklin se voit rivé à son lit comme un vieillard, mais Eleanor n'abandonne pas celui qu'il avait trahi quelques années plus tôt. Nuit et jour, elle ne quitte pas le chevet de son mari, mais au fond d'elle, elle partage son désespoir. N'est-ce pas là la fin de sa carrière politique et de toute vie normale? Auprès du lit, Eleanor Roosevelt soupire mais reprend courage. La maladie de Franklin ne doit pas être un obstacle à sa carrière politique. Elle se promet d'y veiller personnellement et elle y met une ardeur telle qu'elle parvient à conjurer le sort. Car si Franklin ne récupère jamais l'usage de ses jambes et reste toute sa vie soutenu par des prothèses, en matière de politique, son nom n'a pas fini de se faire entendre dans l'État de New York et même dans l'Amérique tout entière. Car Eleanor ne laisse pas Franklin s'engager seul sur le chemin de la politique. Tandis qu'il travaille à se faire une place au sein des institutions, elle poursuit son action en faveur des droits des femmes. Avant la maladie de Franklin, elle avait déjà pris contact avec des organisations féministes dans son désir de lutter pour améliorer les conditions de travail des femmes. Eleanor s'est d'ailleurs liée d'amitié avec 2 femmes qui la poussent dans cette voie. Nancy Cook et Marion Dickerman l'entraînent en effet en 1922 dans la division féminine du Comité démocratique de l'État de New York. Elle s'y donne complètement et parcourt l'État de New York pour porter son combat. De discours en réunion, de banquets en débat, elle fait peu à peu ses premiers pas en politique. Et la timide Eleanor se mue petit à petit en une véritable militante, à tel point qu'elle est même fichée par le FBI qui n'apprécie pas ses convictions sur l'intervention des États-Unis en faveur d'une paix internationale. Dans un journal féminin démocratique, Eleanor Roosevelt appelle encore les femmes à manifester pour obtenir la réduction de leur temps de travail. Mais elle soutient encore la carrière de son mari, dont elle a porté la voix durant sa maladie. En 1928, Roosevelt est élu au poste de gouverneur de l'État de New York. Surnommée alors First Lady of New York, Eleanor profite du succès de Franklin Roosevelt pour donner une plus grande audience à son combat. Et lorsqu'il se lance dans la campagne pour la présidence des États-Unis au début de l'année 1932, à la tête du Parti démocrate, elle se met à sa suite mais n'abandonne pas ses propres ambitions. Des ambitions qu'elle ait décuplées, le succès politique du neveu de Theodore Roosevelt. À son poste de gouverneur, en effet, Franklin s'est fait le champion des aides sociales. Pour contrer l'immense misère installée par l'effondrement de la bourse de Wall Street et la crise de 29, il a adopté des mesures audacieuses en faveur des plus démunis. Sa popularité croissait ainsi de jour en jour, tandis que le président Hoover se rendait impopulaire en minimisant les effets de la crise. Eleanor pousse alors son mari dans cette voie. À la tête des femmes démocrates, elle lance des appels, fait des discours et écrit dans le Democratic News pour réclamer des réformes immédiates. Elle concourt ainsi largement à l'élection de son mari le 8 novembre 1932 à la présidence des États-Unis. Mais elle est consciente du travail qui l'attend.
C'est une tâche immense, confie-t-elle aux journalistes. Il est extrêmement difficile de conduire une nation dans une époque telle que celle que nous traversons. Ce n'est pas seulement quelque chose dont vous pouvez simplement vous réjouir. Car la nouvelle première dame ne compte pas ménager sa peine. Elle est bien décidée à ne pas rester dans l'ombre de son mari à la Maison-Blanche. Si elle se plie aux exigences de sa nouvelle fonction et renonce à ses activités au Parti démocrate, elle trouve de nouvelles voies pour agir. Tandis que Franklin initie ses causeries auprès du feu, elle se lance dans des conférences de presse hebdomadaires. Devant une assemblée exclusivement féminine de journalistes, elle s'adresse avec clarté et sincérité à ses compatriotes et donne son point de vue sur ses sujets de prédilection. Mais elle s'abstient tout d'abord de parler politique, dont elle réserve le domaine à Franklin. Pour la première fois dans l'histoire de l'Amérique, la presse peut ainsi directement s'adresser à une femme de président. Mais Eleanor Roosevelt ne se contente pas de parler aux journalistes. Elle sillonne l'Amérique pour aller à la rencontre de ses compatriotes. Au cours de l'année 1933, elle parcourt ainsi plus de 50 000 kilomètres sur tout le territoire des États-Unis. Quand elle n'est pas directement au contact des Américains ou qu'elle ne leur parle pas à la radio, Eleanor leur écrit une chronique quotidienne qu'elle intitule « My Day », « Mon jour » en français. Publiée d'abord dans une trentaine de journaux, elle paraît quelques années plus tard dans une centaine de publications. Il faut dire qu'elle est poussée par une amie dont elle ne se sépare plus depuis le début de la campagne présidentielle. Journaliste de talent, Lorena Hickok avait fait la rencontre d'Eleanor alors qu'elle était chargée de couvrir la campagne de Franklin. C'est ainsi qu'elle avait appris à connaître la future première dame, en qui elle avait rapidement décelé une dame d'une immense dignité, un personnage, ainsi qu'elle l'avait décrite à son rédacteur en chef. Au fil de ses échanges avec Eleanor, Lorena Hickok en est devenue l'amie intime. C'est sous ses conseils qu'elle s'est lancée dans l'aventure des chroniques. C'est elle qui corrige et parfois réécrit ses articles pour être au plus près de la première dame et les loger à la Maison-Blanche. Et c'est en partie sous son influence qu'Eleanor Roosevelt acquiert la combativité qui la caractérisera jusqu'à la fin de sa vie. Plus les années passent, en effet, et plus Eleanor se fait un élément essentiel de la vie politique américaine, révolutionnant la fonction de première dame. C'est sur elle que s'appuie son mari pour obtenir son 3e mandat. Sûr de la popularité de son épouse, il l'envoie à la Convention démocrate alors qu'il vient de s'y faire quelques ennemis. Après un brillant discours, Eleanor remporte les applaudissements de la foule et avec elle, la nomination de Franklin comme candidat démocrate à la présidence. S'il obtient aisément la présidence, ce 3e mandat ne se fait pas sans peine. Car Franklin se trouve à la tête des États-Unis lorsque la guerre éclate en Europe. Mais Eleanor est toujours là. Et lorsque le téléphone sonne à la Maison-Blanche, le 7 décembre 1941, pour annoncer au président la nouvelle du bombardement de la base navale américaine de Pearl Harbor par les Japonais, Eleanor se montre personnellement affectée. Alors que ses 4 fils se sont déjà engagés pour soutenir les Alliés, elle adresse à la radio un appel à soutenir l'effort de guerre. Mais elle paye aussi de sa personne, puisqu'elle se rend elle-même sur le front, d'abord en Angleterre pour inspecter les troupes américaines récemment envoyées, puis dans le Pacifique, auprès des milliers d'Américains stationnés en Australie, en Nouvelle-Zélande et sur de nombreuses îles. Le voyage est exténuant. Après un passage sur pas moins de 17 îles, elle rentre en Amérique. La fin de la guerre la trouve à nouveau à son poste de première dame, puisque Franklin a été réélu en novembre 1944 pour la 4e fois à la présidence des États-Unis. Mais c'est désormais un homme à bout de souffle, qui prête une nouvelle fois serment à la Maison-Blanche entouré de sa famille. Il meurt à peine 5 mois plus tard, à l'âge de 63 ans, au terme de 12 années passées à la tête des États-Unis. Mais l'activité débordante de l'ancienne première dame ne s'éteint pas avec la vie de son époux. À presque 60 ans, Eleanor Roosevelt se met à la disposition du nouveau président Harry Truman, qui la nomme déléguée à la première assemblée générale de la toute nouvelle Organisation des Nations Unies. Conscient du symbole que représente Eleanor pour les Américains, il la consulte et prend conseil auprès d'elle. Bien après la mort de Franklin, il voit encore en elle la première dame du monde, une appellation qui fera d'ailleurs le tour de la planète. À la mort d'Eleanor Roosevelt le 7 novembre 1962, le New York Times salue alors l'une des femmes les plus estimées du monde. Europe 1, historiquement vôtre.
Georges Ayache, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Eleanor Roosevelt, on l'a compris, s'est imposée comme la référence absolue de la première dame des États-Unis. Qu'est-ce qui a changé concrètement avec elle ? C'est la première First Lady qui est sortie de l'ombre ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y en avait eu avant, notamment l'épouse du 4e président des États-Unis au 19e siècle, qui avait essayé, mais l'époque ne s'y prêtait pas. Non. C'est avec Eleanor, en effet, que la première dame existe par elle-même et se fait remarquer par ses déclarations et par ses actions. Depuis Eleanor Roosevelt, première dame de 1933-1945, et puisqu'il n'y a encore jamais eu de First Gentleman aux États-Unis, comment le rôle de la première dame a-t-il évolué ? Que doit-elle incarner aux côtés du président ? Est-ce qu'il y a un rôle écrit ? Est-ce que la Constitution américaine prévoit cela ? Est-ce qu'il y a des us et coutumes ? Racontez-nous. Il n'y a aucun texte écrit, il n'y a rien de prévu. Ce sont des us et coutumes, en effet, qui ont fait que conformément aux mœurs de la société américaine et aux sociétés occidentales de l'époque, l'épouse d'un président reste dans l'ombre. Elle n'a pas été élue, donc elle essaye de servir les intérêts de son mari par sa discrétion, par sa modestie, en participant à des œuvres charitables, etc. Donc toutes les femmes de président ont suivi ce modèle-là, y compris Madame Hoover, qui pourtant avait des diplômes de géologie, qui était une femme intellectuellement très brillante. Non, elle était dans des balles de charité. Et l'honneur, elle, a changé les choses, a cassé les codes, et à partir de là, rien ne pouvait plus être comme avant, même si les successeurs d'Éléonore n'ont pas enfourché les mains brisées, parce qu'elle n'avait pas la personnalité, sa personnalité à elle. Georges Ayache, je voudrais revenir sur l'histoire des Roosevelt dont Eleanor est issue et auquel vous consacrez donc votre dernier livre. D'où vient cette famille opulente et respectée, comme vous les qualifiez ? Comment est-ce qu'elle a construit sa fortune ? Ils viennent des Pays-Bas, enfin de la Hollande de l'époque, au milieu du XVIIe siècle. Et au départ, ils suivent le parcours des immigrants, dans l'anonymat, le dur labeur, etc. Et assez rapidement, la famille subit une sorte d'accident de parcours qui ne relève ni de l'inimitié, ni de la dispute, ni rien, mais c'est la vie qui sépare la famille en deux branches. Une branche qui s'installe à Oyster Bay, sur Long Island, au sud de New York, et une autre qui s'installe le long de la vallée de l'Hudson, à 50 km au nord de New York, dans un endroit qu'on appelle Hyde Park, qui n'a rien à voir avec le Hyde Park londonien. Et pendant 2 siècles, il va y avoir des parcours parallèles où nul ne s'ignore l'un de l'autre. Encore une fois, il n'y a pas d'inimitié ou d'hostilité, mais ils sont éloignés. Ils sont éloignés. Et politiquement aussi. Et politiquement aussi, puisque la famille de Hyde Park devient démocrate et suit vraiment ces valeurs-là, et la famille d'Oyster Bay devient républicain. Donc là, il y a un divorce, si vous voulez, qui se fait et qui va perdurer jusqu'à la rencontre des 2 futurs présidents, Théodore et Franklin. Qui est à l'époque son cousin au 5e degré. Ils s'entendent très bien tous les deux. Et même Théodore voit en Franklin pratiquement son fils spirituel. Il voit un homme combatif, qui a de l'avenir, qui a du potentiel, qui a de la personnalité, même si sa personnalité est moins exubérante que celle de Théodore, mais quand même, il perçoit Franklin comme un successeur possible. Mais quelles sont les valeurs américaines qu'incarnent les Roosevelt ? Des valeurs de probité, des valeurs de travail, et des valeurs qui sont liées à ce qui vient souvent à des familles fortunées, des familles patriciennes américaines. Ils se consacrent aux œuvres charitables, à la philanthropie. Et sur ce plan-là, les 2 branches sont équivalentes. Donc il y a une sorte d'honorabilité de cette famille qui se forge au fil des générations par strates successives. Et ça fait un contraste avec les Kennedy, d'une durée beaucoup plus courte. Et puis le côté parvenu du père. Alors, par chance, dans votre livre, il y a un arbre généalogique qui permet de se suspendre aux branches de l'Ulster Bay et d'Hyde Park. Et c'est très pratique pour eux. Mais ces branches sont donc réunies, comme vous nous l'avez dit, en 1905, par le mariage d'Eleanor et de Franklin Roosevelt, cousins donc au 5e degré. Que vient sceller cette union ? Ces 2 traditions familiales distinctes et en même temps communes qui se réunissent, ou c'est l'union, au fond, de 2 êtres qui sont passionnés par une seule et même chose, la politique? Non, c'est 2 êtres. Dans la famille, il ne se passe rien de bouleversant avec ce mariage. C'est clair. Il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de rapprochement. Rapprochement. Ce sont 2 êtres qui se sont rencontrés, qui s'apprécient mutuellement, qui ne cherchent pas à s'influencer l'un l'autre. D'ailleurs. Mais là, Alice, telle que je l'ai décrit,
avait l'air beaucoup plus flamboyant. Ah oui. Pourquoi il a choisi la Éléonore qui paraissait renfrognée Il semblerait que ce soit Alice qui se soit éloignée de Théodore, de Franklin, Franklin. en disant c'était un garçon qui était très intéressant pour danser, mais pas pour dîner avec. Ah oui. Elle l'a dit carrément. Eh oui. Et Donc, vous en pensez quoi, vous? Je pense qu'elle était beaucoup plus ambiguë que ça. À une certaine époque, il avait du charme, Franklin. Bon, on disait même il avait un côté un peu efféminé, mais non, ça a pas. Les critiques n'ont pas perduré sur ce plan-là. C'était un homme qui a beaucoup de séduction, de charme, et même Alice n'a pas été insensible à ça. Après, bon, les événements politiques vont les éloigner et durement. Oui. Ils vont vraiment se combattre avec acharnement. Mais donc il a préféré Éléonore qui est plus dans ses goûts. Et c'est d'ailleurs Alice, comme vous le disiez dans votre récit, c'est Alice qui l'a mis dans les pattes, si je peux dire, de Franklin. Hein, parce Oui. que dans cette fameuse réception, il dansait avec Alice et Alice a trouvé divertissant de faire intervenir le vilain petit canard. C'était la réputation d'Éléonore dans la famille, avec Franklin. Et là, ça n'a pas eu du tout les conséquences qu'elle espérait. Cela dit, Franklin Roosevelt épouse celle qui est la nièce du président des États-Unis, Theodore Roosevelt. Est-ce qu'il va s'en servir pour lancer sa carrière politique? Et est-ce qu'il cherche à marquer, malgré leurs différences d'opinion, l'un est démocrate, l'autre républicain, est-ce qu'il va chercher à créer une filiation politique? Non, il ne va pas se servir de sa femme pour ça. Mais il va effectivement utiliser le nom de Roosevelt. Hein, et d'ailleurs, tous les journalistes vont trouver l'autre Roosevelt, hein, celui qui n'est pas républicain, qui essaye de faire son trou. Et ça amuse beaucoup Théodore, d'ailleurs, qui va beaucoup aider Franklin au début de sa carrière. Hein. Il va lui prodiguer des encouragements. Franklin va lui demander des conseils, va lui demander si ça ne le gêne pas trop d'avoir un neveu qui s'éloigne. Il dit non, suis le fil de ta carrière, j'en ai fait autant moi-même, donc il n'y a aucun inconvénient. Bon, cette histoire est quand même assez malheureuse parce que ce mariage entre Éléonore et Franklin Roosevelt n'est pas très heureux. Éléonore va découvrir les infidélités de son mari, je l'ai raconté, mais elle va pourtant rester. Mais parce que dans cette société américaine du début du XXe siècle, évidemment, on ne divorce pas, surtout si on veut faire carrière en politique. Quel était le poids des apparences en politique et dans quelle mesure les époux Roosevelt ont-ils joué le jeu? Parce que on sait qu'après, chacun a eu sa vie. Chacun a eu sa vie, et ils ont fait vie à part, hein, clairement, mais aux yeux du monde, à l'époque, les journalistes ne se mêlaient pas de la vie privée des hommes politiques. Ça, c'était une règle intangible. Et à partir de là, ça a subsisté, et ils ont mené une carrière politique qu'ils n'auraient pas faite si effectivement il avait divorcé. Ça, On dit qu'il avait quand même... il avait beaucoup de coups de cœur, quand même, Oui, Franklin Roosevelt. Oui, c'est ce qui peut le rapprocher un peu des Kennedy, mais sur un mode moins psychotique. Oui. Mais c'est vrai que c'est un homme qui avait beaucoup de charme, beaucoup d'allure, beaucoup d'entre-gens, et effectivement, il a eu beaucoup d'aventures, y compris après sa maladie. Oui. Mais oui, Ce qui est plutôt curieux, parce oui. que après, Il y a beaucoup de fictions qui ont été il y a beaucoup de écrites et fictions. tournées sur... Alors, ses enfants ont écrit, oui, c'est vrai, c'est pas vrai. Enfin bon, on ne sait pas quel est. Toujours est-il qu'il avait du charme, et il avait du charme comme ont eu certains présidents. Chez nous, on avait François Mitterrand, qui avait un peu sur le même registre du charme, de la culture, de l'allure. Et je crois des maîtresses. Et des maîtresses par conséquent. On est plus discret dans les biographies sur la vie intime d'Éléonore Roosevelt. Oui, parce que là ça touche un sujet sensible pour les historiens, et qui fait que maintenant les historiennes de maintenant trouvent quand même scandaleux qu'on n'évoque pas le côté lesbien Oui. d'Éléonore, qui était sous-jacent, et qui est probablement une partie de la réalité de la personne. Franklin Roosevelt a été élu président des États-Unis à 4 reprises. Il a occupé donc la Maison-Blanche de 1933 à sa mort en 1945. Qu'est-ce qui change entre son arrivée au pouvoir et son dernier mandat qui est inachevé? Qu'est-ce que finalement on doit à ce président américain? On doit d'avoir insufflé l'espérance et un souffle nouveau d'un pays qui était quand même sur une fin de cycle avec les républicains, et qui s'attachait à des dogmes qui pouvaient être outrepassés en une période aussi exceptionnelle que celle de la crise de 29. Roosevelt l'a parfaitement perçu et a joué sur un autre registre. Alors évidemment, sa politique n'a pas donné forcément des résultats extraordinaires, hein, mais la mentalité des Américains a commencé à évoluer. Quand il parlait des pauvres, lui qui était un grand aristocrate, ça avait une résonance tout à fait particulière, et ça a été inestimable. C'était l'homme qui a utilisé la radio pour faire ça. C'était le premier. Théodore était le premier à avoir utilisé la presse écrite. Lui, la radio, bon, les Kennedy, ça sera la télé,
C'est vrai que cette façon d'intervenir sur les ondes à périodicité régulière a donné du tonus à une population américaine qui Mm. était exsangue. 12 ans à la présidence des États-Unis. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire qu'Éléonore a contribué à la longévité politique exceptionnelle de son mari? Est-ce que, par exemple, par ses engagements publics en faveur des femmes, des droits des femmes ouvrières, par exemple, est-ce qu'elle a contribué à élargir son électorat et lui gagner les voix démocrates? Je ne dirais pas qu'elle n'y a pas contribué, mais ça a été marginal. Encore que, ses opinions de gauche, bien Mm. ancrées à gauche, elle était beaucoup plus à gauche que son mari. Oui. Donc, lui a attiré beaucoup de sympathie dans ces milieux-là, dans le milieu syndical, etc., plus l'empathie particulière qu'elle avait vis-à-vis des populations noires. Mm. Et ça a joué pour Franklin. Mm. Alors que dans le sud des États-Unis, c'était pas acquis. Mm. Donc, Et une autre chose, est-ce qu'on peut dire que concrètement, elle